qu'on a beaucoup de choses à vous dire et je suis pas certain qu'on arrive à tenir le timing, parce que j'ai des énormes bavards à côté de moi qui ont énormément de choses à vous raconter. Les préparations ont été plutôt très intéressantes et très enrichissantes, donc j'espère qu'on va pouvoir retraduire ça pendant notre présentation. Donc je vous propose qu'on commence. Donc ce que je vais d'abord faire, c'est rappeler un petit peu pourquoi on est là, un petit peu le contexte. Ensuite, je vais me présenter, je passerai la parole à mes confrères qui se présenteront à leur tour, et puis on commencera le débat. Donc le thème aujourd'hui, c'était bien la cybercrise, ça se prépare, mais que se passe-t-il en cas de crise systémique? Et c'est vraiment ce qui nous intéresse, c'est la crise systémique, et vous comprendrez un petit peu, enfin j'espère en tout cas, à la fin de cette présentation. Donc tout d'abord, qui je suis, et je vais faire, pas très poli de se présenter en premier, mais pour des problèmes de cohérence et de rapidité, je vais commencer par moi. Donc je suis Benoît Fuseau, et là j'interagis en tant que vice-président du CLUSIF. Le CLUSIF qui est une association qui réunit des RSSI, et on a voulu faire une table ronde avec justement les CLUSIR pour montrer ce maillage et cette force de frappe que l'on souhaite mettre en avant qui va couvrir toute la métropole. Et quand je dis toute la métropole, c'est bien la France, mais aussi les DOM-TOM, puisqu'on a la chance d'avoir un de nos confrères et qui l'exposera très bien. Donc pour cette table ronde, on a 3 CLUSIR qui sont présents avec nous. Je vais commencer par Jean-Bernard Yattard, qui représente le CLUSIR de l'Est. À ma gauche, tout au bout, j'ai Stéphane Jourdain qui représente le CLUSIR de l'Aquitaine, et Ayoub Sabar qui représente le CLUSIR Bretagne, qui est un CLUSIR qui vient de se créer, quoi. Donc voilà. Je vais laisser d'abord Stéphane se présenter en 2 minutes pour qu'on essaye de pouvoir passer les questions. Merci. Bonjour, donc Stéphane Jourdain, secrétaire au CLUSIR Aquitaine. Donc le CLUSIR Aquitaine, c'est Bordeaux, c'est Niort, c'est Poitiers, Limoges, Pau. Voilà, on a fait un maillage assez important côté régional. Accessoirement, je suis aussi RSSI chez un hébergeur bordelais, Keops Technologies, où on distribue des solutions d'infra et d'info au niveau de la cybersécurité. Voilà. Ayoub Sabar. Bonjour tout le monde, donc moi c'est Ayoub Sabar, je suis consultant spécialisé en cybersécurité de la société Ornisec. Ornisec, donc c'est un cabinet de conseil éditeur de solutions GRC, et aussi donc je suis le président du CLUSIR Bretagne. Donc comme l'a bien précisé Benoît, c'est une association qui vient d'être créée et on compte aujourd'hui 10 membres, et on a l'objectif de devenir la référence en matière de cybersécurité dans l'écosystème breton. Et donc là aujourd'hui je viens présenter mon retour d'expérience en tant que RSSI externe d'un aéroport international dans les DOM-TOM. Donc on ne va pas citer le nom parce que c'est un OIV. Et puis Jean-Bernard. Alors moi je vais commencer par dire qui je ne suis pas. Je ne suis pas Philippe Emery, qui est notre confrère du CLUSIS, donc l'équivalent en Suisse, qui a dû partir un petit peu plus tôt, mais qui tenait à vous saluer. Donc nous avons laissé sa plaquette. Je suis Jean-Bernard Yattard, moi je suis le président du CLUSIR Grand Est, relativement actif du sud de l'Alsace, Strasbourg, Nancy, Metz. Il y a également un CLUSIR du côté de Reims animé par un de nos confrères. Je suis responsable des activités cybersécurité et continuité d'activité France pour un groupe européen qui s'appelle European Business Center à Luxembourg. Et j'ai été RSSI dans quelques grosses structures internationales. Et je vais également essayer de faire partager mon expérience sur la gestion de la crise et parler également de l'intérêt des CLUSIR pour les collectivités, pour les entreprises. Voilà, donc en fait ce qu'on avait prévu, c'est que chacun nous fasse un petit rétexte sur justement comment dans son organisation, alors que ce soit un peu CLUSIR mais aussi professionnel, comment eux se sont mis en place pour la gestion de crise, et ensuite on élargira le sujet. Donc Stéphane, si tu peux nous parler un petit peu de ton expérience et comment ça se passe de ton côté. Oui, donc forcément, on a pas mal de clients en hébergement et des clients aussi en infrastructure.
Depuis 2 ans, l'actu crypto touche tout le monde, donc on a eu des cas à gérer. Mettre en place un système de gestion de cybercrise, parce que on a vu que les clients, malheureusement, n'étaient pas assez bien préparés sur le sujet. Donc on a mis en place de la sensibilisation, on a mis en place des kits et on a surtout sollicité des instances étatiques comme l'ANSSI, la DIPJ, la DGSI. Donc en fait on a créé un maillage avec ces 3 instances étatiques pour nos clients, pour les assister dans les problématiques de gestion de crise qui vont démarrer au niveau de la gouvernance sur est-ce que je fais un dépôt de plainte ? Si je fais un dépôt de plainte, qu'est-ce que je dois mettre dans le contenu de ce dépôt de plainte ? Où je fais ce dépôt de plainte ? Donc voilà, on a travaillé avec ces instances, donc des instances qui travaillent avec nos impôts, donc il ne faut pas hésiter à les solliciter. C'est complètement gratuit, c'est des super conseils et voilà, il y a un maillage super efficace qu'on sollicite nous, qu'on a sollicité de notre côté sur une dizaine d'incidents de type crypto et qui fonctionne très bien. Donc voilà un petit peu le mode opératoire qu'on a mis en place et qui a fait ses preuves. Donc les instances étatiques régionales, hein, on travaille avec l'ANSSI, Olivier Graal de l'ANSSI de la Nouvelle-Aquitaine, mais qui du coup va solliciter lui aussi son réseau en interne pour remonter à l'ANSSI côté Paris, pour bénéficier aussi d'outils ou d'analyse de ses collègues. Donc voilà un petit peu le dispositif qu'on a mis en place sur l'accompagnement de nos clients sur ce problème. Super, merci. Ayoub Sabar, toi tu nous proposais donc un petit rétex avec ton aéroport là, qui peut être aussi une belle expérience. Exactement, donc en fait, comme vous savez, hein, les OIV, donc les opérateurs d'importance vitale, ils sont tous soumis à une réglementation, donc la LPM. Concrètement, il y a une vingtaine de règles de sécurité qu'il faut mettre en place. Et parmi ces règles, donc, il y a une règle sur la gestion de crise. Donc en fait, nous, pour adresser ça au sein de l'aéroport et conjointement aussi avec l'ANSSI, parce qu'on était suivi de très près par notre correspondant sectoriel, on a travaillé sur 3 phases. Donc la première, c'était la mise en place d'un PCA. Donc on a respecté la norme ISO 22301. Donc rapidement pour résumer, donc on a commencé par identifier donc les activités critiques. On a réalisé ce qu'on appelle les BIA, donc les Business Impact Analysis. Ensuite, on a identifié donc les risques contre lesquels on souhaite se protéger. Et on a rédigé en fait des plans de traitement de ces risques-là en adressant à la fois la partie opérationnelle et la partie informatique. Donc ce qu'on appelle le PCO et le PCI, parce que comme vous savez, le PCA, c'est pas juste, ça concerne pas juste donc la partie informatique. Donc une fois qu'on a rédigé nos plans de continuité d'activité, on a commencé la deuxième phase, donc la mise en place de ces plans de continuité d'activité. Donc ça nous a pris 2 ans de travail en mettant en place l'ensemble des process et les infras de réponse et de reprise d'activité. Et une fois qu'on a finalisé cette partie-là, on a entamé la dernière phase qui est un exercice de gestion de crise cyber. Donc c'était l'objectif pour nous de tester la partie opérationnelle et organisationnelle de notre dispositif de réponse à une crise cyber. Et donc, comme vous savez, hein, donc la partie réponse à incident ou réponse à une crise, il y a une partie technique qui correspond à 20% du travail. Mais la plus grosse partie, c'est le challenge opérationnel. Donc, comment sensibiliser les différents acteurs, comment sensibiliser et former les différentes parties prenantes de la réponse à incident pour prendre en compte leurs activités correctement et comme il faut. Et donc, on a réalisé un exercice de simulation de crise, donc d'une entité externe qui avait comme objectif de bloquer l'aéroport. Donc, pour information, hein, dans les dom-toms, donc ce sont des îles généralement et l'aéroport c'est le seul point d'entrée-sortie du territoire. Donc sans aéroport, en cas de pandémie par exemple, en fait personne ne peut quitter le territoire. Donc c'était un enjeu majeur pour nous et en fait on a simulé une attaque informatique qui visait nos systèmes de sûreté et nos systèmes d'enregistrement pour le décollage. Et donc on a travaillé avec les différents cadres d'astreinte et avec les différentes équipes techniques et informatiques sur ce scénario. Et à la fin, du coup, on a fait ce qu'on appelait donc les retours à chaud et les retours à froid par la suite. Et on a profité de cet exercice-là pour sensibiliser notamment la direction générale sur l'importance de dispositifs de continuité d'activité, ce qui n'était pas évident au début parce qu'en fait, comme vous savez, hein, les petites structures ne sont pas souvent sensibilisées et on a besoin de faire des travaux périodiques, notamment sous forme d'exercices pour aller les sensibiliser.
Super, bah merci pour ce retour d'expérience. Et toi, Jean-Bernard, qu'est-ce que tu peux nous dire sur tout ça? Je peux rebondir sur quand on est préparé, a priori ça se passe bien, mais quand on l'est pas, comment ça se passe? Dans la région Grand Est, on a eu une période assez compliquée, avril, mai, juin, avec beaucoup de nos ETI industriels qui sont fait attaquer. Et quand je dis attaquer, c'est pas un mail de phishing qui est arrivé, je l'ai cliqué dessus, ça chiffre, mais rien. Non, c'est des véritables attaques opérées, des ransomware opérés. Lorsque les gens avaient cliqué sur le mauvais lien, il y avait des équipes de hackers derrière qui faisaient des mouvements latéraux, qui attaquaient et qui prenaient la main sur toute l'infrastructure. Et on a eu quelques structures comme celle-là, des boîtes qui font quand même plusieurs centaines de millions de chiffres d'affaires, qui pour certaines ont des rayonnements internationaux, mais dont la direction n'était pas sensibilisée. Donc si la direction n'est pas sensibilisée, c'est vrai que mettre en place un vrai PCA d'entreprise, c'est compliqué. Et j'ai le DSI d'une de ces structures qui m'appelle un matin et il me dit « Monsieur Yatta, qu'est-ce que je fais ?» Et là, on l'a senti avec toute la difficulté de sa position. Il était seul, il se sentait seul. Donc la première chose que je lui ai répondu, c'est vous n'êtes pas seul. Vous allez appeler votre direction générale. Et je reprends une discussion qu'on a eue, Benoît, tout à l'heure. Dans cette discussion, c'est vrai que est-ce que le RSSI a toute la légitimité pour appuyer sur le bouton off et dire on arrête tout. Donc c'est compliqué, donc il faut se faire appuyer par sa direction générale. Ensuite, il y a tout un écosystème. Vous avez vos prestataires intégrateurs qui sont là, qui savent gérer vos sauvegardes, qui savent remonter votre environnement dans un autre espace isolé. Vous avez l'assureur, très important l'assureur. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ont souscrit des cyberassurances, donc l'assureur a son plan de sortie de crise. Derrière ça, vous avez également les cellules spécialisées de la gendarmerie, les NTEC, les Solers, qui sont présents dans tous les départements, tous les territoires, qu'il faut prévenir. Ils ont des cellules d'enquête, ils ont des cellules d'analyse, ils sauront vous dire attention, gardez ça pour les besoins de l'enquête, et ils sauront vous guider dans l'aspect judiciaire de la chose. Et du coup, je l'ai aidé à faire la liste des personnes à appeler, peut-être de dresser quelques priorités, mais ça, il aurait dû le faire bien avant. Donc maintenant, ils sont rentrés dans une démarche de PCA, de préparation à la crise, avec de l'entraînement à la crise. Mais pour le coup, je doute que le meilleur entraînement soit de le faire en réel. Super, merci pour cette expérience. Alors on s'aperçoit que on est tous dans des environnements qui ont une certaine maturité. Et si on revient vraiment sur le thème, en fait, c'était la crise systémique et ça ne touchait pas que les personnes qui étaient déjà impactées et qui sont déjà en maturité ou qui ont déjà entamé des réflexions. On entendait parler de PCA, on entendait parler de gestion de crise, mais on sait que le tissu industriel français est composé principalement de TPE et de PME. Et là, autour de vous, vous avez 4 associations qui essayent de faire un maillage, comme je vous l'ai dit, sur toute la métropole. Et donc justement, ce qui nous intéresse, c'est bien ce sujet de crise systémique et de savoir, et la force, je pense, de ces réseaux associatifs, comme le disait Jean-Bernard, c'est, on le verra, enfin on essaiera de le faire ressortir, mais de ne pas se sentir seul. Et surtout, ce qui m'intéressait de savoir un peu, c'était justement vos particularités régionales. Qu'est-ce qui s'est passé dans vos associations et comment vous voyez un petit peu les choses et comment on pourrait aussi accompagner ces entreprises qui peuvent se sentir des fois un petit peu complètement isolées et pas du tout préparées. Stéphane ? Alors au niveau du CLUSIR Nouvelle-Aquitaine, on a un rôle de passe-plat en fait avec les petites et moyennes entreprises parce qu'effectivement les grosses entreprises sont bien préparées, ils ont tout ce qu'il faut, ils ont le staff, ils ont les équipes, ils ont pas besoin d'aiguilleurs et c'est un petit peu le rôle qu'on a au niveau des régions. Donc il y a le CLUSIF Paris, donc c'est bien Paris, mais en région tout se passe pas à Paris. Et donc la particularité d'avoir des CLUSIR en région, c'est qu'on a une bonne connaissance de l'écosystème. J'aurais tendance à dire géopolitique, géostratégique de la région. Et on connaît les forces et les faiblesses de chaque entreprise. Donc l'idée, c'est que avec le bureau du CLUSIR Nouvelle-Aquitaine, on essaye de mettre en place un système d'annuaire pour aider justement ces organisations-là, au lieu de se tourner très rapidement, malheureusement, dans ce type d'incident, sur des cabinets d'audit qui vont tout de suite facturer très cher une journée de TJM pour un accompagnement ou du conseil. Voilà, nous, notre rôle, c'est on fait la jonction entre, comme j'expliquais tout à l'heure, des instances étatiques, des acteurs régionaux qui peuvent faire l'accompagnement attendu
par rapport aux besoins et aux attentes et aux enjeux de cybersécurité de l'entité qui a un besoin. Et donc voilà, on va avoir un rôle de passe-plat et faire la jonction entre les bons acteurs pour aider les entreprises à passer cette crise. Et au-delà de ça, bien sûr, on n'attend pas qu'il y ait une crise, on fait beaucoup de campagnes de sensibilisation, parce que ça passe par là, et des organisations aussi avec le Clusif pour faire de la sensibilisation, de la simulation, pardon. Juste un exercice de sensibilisation, de dire voilà comment les joyaux de la couronne dans mon système d'information, c'est cette application, c'est ces serveurs. Voilà, on simule l'arrêt de ces applications, l'arrêt de ces serveurs, et on se pose simplement des questions pragmatiques. Voilà, qui je dois appeler, est-ce que j'ai les numéros de téléphone des équipes techniques, est-ce que j'ai un plan de secours, est-ce que j'ai fait la rédaction de ce plan de secours, est-ce que ce plan de secours il est sous format numérique, il est sur le serveur de fichiers qui a été malheureusement chiffré. Du coup, voilà, donc on accompagne les entreprises pour dire force de retour d'expérience dans nos activités professionnelles, en faire bénéficier aux petites et moyennes entreprises au travers de Clusir Aquitaine de ces expériences-là et de dire voilà comment il faut se préparer et de ne pas hésiter à nous solliciter parce qu'en fait aussi la force du Clusif c'est d'avoir un ancrage dans chaque région. Donc peut-être que Benoît va me dire écoute là je ne peux pas t'aider sur ton problème, par contre Clusir Bretagne dans le même secteur d'activité, même taille d'entreprise, a eu un souci et voilà comment ils s'en sont sortis. Et du coup, cette petite entreprise qui est paumée, parce qu'elle a pas, encore une fois, il n'y a pas de RSSI, il n'y a pas d'équipe informatique, il n'y a pas de BSI, au travers du Clusir Aquitaine, voilà, on va faire la jonction. On n'est pas des offreurs de services, hein, on n'a rien à gagner dans l'histoire, on est simplement... on maintient un annuaire à jour et on aide ces entreprises-là à trouver les bonnes personnes très rapidement. Voilà. Merci. Ayoub, toi, qu'est-ce que tu peux, en plus, donc, ton voilà, côté donc, un peu dom-tom, outre-mer, qui sont encore un peu plus isolés, d'après ce que je comprenais dans nos discussions. Absolument. Donc, ça peut nous sembler intéressant, ton retour sur tout ça, et ce que tu vas mettre aussi en place en Bretagne, par rapport à tous les échanges que tu as pu avoir. Donc là, pour le coup, pour la Bretagne, étant donné qu'on vient d'être créé, on va parler de ce qu'on va faire, au lieu de parler de ce qu'on a déjà fait. Donc, comme tu l'as bien résumé, Benoît, les TPE-PME constituent un tissu économique assez important dans l'écosystème de l'économie française. Mais malheureusement, ce qu'on constate dans le terrain, c'est que généralement, ils sont souvent oubliés, donc ce que j'appelle les oubliés de la cyber. Ça commence à changer avec des programmes de la supply chain protection, notamment chez Airbus, pour ceux qui connaissent leur programme, ou même avec le ministère. Ce sont des programmes qui consistent à aller protéger et accompagner donc les petites structures qui gravitent autour des grandes sociétés pour que ce soit le maillon le plus faible de la chaîne. Et donc, malheureusement, ça ne se passe pas partout comme ça. Et donc, nous, l'objectif avec l'association Clusir Bretagne, c'est d'accompagner donc ces TPE, PME à travers la sensibilisation et la formation. Notre message principal, c'est en cas de crise systémique, en fait, il ne faut pas rester tout seul. Même en cas de crise tout seul, il ne faut pas rester seul. Il faut être entouré de personnes vers qui on peut se tourner si on a des questions. Si on a besoin de chercher effectivement un prestataire d'accompagnement autre, et le plus important, c'est d'avoir ce lien de confiance qu'il faut qu'on crée à travers des associations et à travers un cadre bien structuré. Et donc nous, au sein de Clusir Bretagne, ce qu'on souhaite faire, c'est d'organiser en partenariat avec différents acteurs de la région comme la CCI, MEDEF ou toute autre structure qui ont un accès privilégié à ces TPE-PME, donc d'organiser des sessions de présentation. Donc l'idée c'est de rassembler les entreprises et de leur poser la question, demain vous avez une attaque, qu'est-ce que vous allez faire? Et c'est là où on va se rendre compte que la majorité ne vont pas être préparés à la réponse. Et donc l'idée c'est de leur montrer avec des éléments concrets et pratiques qui contacter, vers qui se tourner, où est-ce qu'on va chercher les informations et quel acteur on peut solliciter si demain on a un problème. Parce qu'on a parlé des assurances, mais malheureusement, depuis début d'année, donc les assureurs, ils ont passé le risque cyber en risque systémique. Ça veut dire que ça serait beaucoup plus compliqué aujourd'hui d'aller se faire accompagner en assurance, surtout si on est une petite structure. Donc là, c'est pas évident pour tout le monde. Et donc l'idée pour nous, c'est vraiment de créer un lien de fédération
pour permettre à ces TPE-PME d'avoir accès à une information privilégiée. Le deuxième point sur lequel on va travailler, ça va être travailler sur un référentiel qui va recenser les différents acteurs vers qui on peut se tourner si demain on a un problème. Et donc là, ça peut être des acteurs étatiques comme les CCIRT régionaux, parce que, comme vous le savez, dans le cadre de France Relance, un des 3 chantiers qui vont être lancés, c'est les CCIRT régionaux. Donc, c'est les entités vers qui on va se tourner si demain on a une crise, et qui va être le point central qui va après redistribuer vers les différents acteurs des territoires. Et donc, l'idée, c'est vraiment collecter et identifier ces acteurs-là qui peuvent aider les structures si demain ils ont une attaque, et pour au moins apporter les premiers éléments de réponse. Et le dernier point que nous, on va proposer, c'est à travers de la sensibilisation, effectivement, travailler conjointement avec l'Inclusif sur des simulations de crise qui touchent la région, donc plusieurs acteurs de la région. Donc ça, c'est des projets, donc les projets écrans là qui sont déjà organisés avec d'autres Clusières. Donc nous, on a comme ambition d'organiser un événement comme celui-là par la suite, et qui va avoir comme objectif principal de sensibiliser les entreprises à l'importance de se dimensionner et d'avoir accès à l'information avant que ça arrive. Voilà. Oui, juste une petite précision sur écran. Donc, en fait, le Clusif va faire son 3e exercice de simulation. On essaie de le faire tous les 2 ans, en fait, qui simule justement une crise. Et l'objectif, c'est de faire un film et d'expliquer comment ça se passe une crise. Encore une fois, ça rejoint tout ce qui a été dit de façon régionale. Et l'idée, c'est de faire aussi un maillage et d'expliquer les bonnes pratiques. Et je voudrais vraiment rebondir là sur le côté assurance, parce que quand on a préparé cette table ronde, Jean-Bernard nous a évoqué tout ce qui était fait avec dans le Grand Est et les assurances, qui me semble intéressant de vous partager avec vous la salle. Alors, comme tu disais, Ayoub, sur les 2 dernières années, les assureurs sont très réticents à assurer les entreprises. Il y a 60% des dossiers qui sont refusés aujourd'hui, qui étaient acceptés l'an dernier et l'année d'avant. En moyenne, le coût du million de couverture, pour quelqu'un qui était bien structuré en cybersécurité, on est de l'ordre de 2 000 € le million. Aujourd'hui, on va plutôt être à 6 000 à 7 000 € le million de couverture lorsque l'assureur veut bien vous assurer. Et donc on se retrouve face à un dilemme avec des entreprises qui... Vous m'entendez mieux? Oui, pardon. On se retrouve face à un dilemme avec des entreprises qui, d'un côté, sont persuadées, ils le sont certainement bien protégés, mais n'arrivent pas à convaincre l'assureur. De l'autre côté, on a des assureurs qui n'ont plus confiance dans les déclaratifs des entreprises et du coup ne les assurent plus. Et dans le Grand Est, il y a une association qui s'appelle Aléa Risque, qui traite entre autres de tous les sujets liés à l'assurance, avec qui j'interviens régulièrement, soit auprès de leurs clients pour s'assurer que les clients respectent les exigences de sécurité et que l'assureur peut s'engager et prendre le risque de les couvrir, soit accompagner des entreprises pour discuter avec l'assureur. Alors le hasard fait que j'enseigne en Master 2 risque et assurance, et qu'avec le Clusif, on a réussi à monter une formation cyber pour ces futurs assureurs, et du coup on a réussi à comprendre comment un client doit parler à son assureur, parce que très souvent c'était le DSI au travers de ses équipes techniques qui venaient dire oui on est super sécurisé, on a mis tout ça en place, mais l'assureur ne comprenait pas, alors qu'il fallait parler risque, couverture et finance. Et donc c'est quelque chose qui commence à vraiment bien marcher avec eux, et on est de plus en plus à minima consulté pour être traducteur entre l'entreprise et l'assureur. Super, c'est super intéressant ce que tu dis, puisqu'on a aussi au sein du Clusif, dans cette notion de écran, une volonté aussi d'aller jusqu'à parler de l'assurance, et de voir aussi comment on pourrait demander aux assurances de nous accompagner en rendant l'exercice cyber obligatoire. Je m'explique. Aujourd'hui, toutes les entreprises sont soumises à une obligation d'exercice incendie. Aujourd'hui, on se pose et on s'interroge sur le fait que l'exercice cyber ne soit pas obligatoire, alors que le risque est bien plus fort. Donc aujourd'hui, on essaye de travailler, et l'exemple du Clusir Bretagne mérite à être exploité pour aller aussi dans ce sens. Surtout que le Clusif a aussi un partenariat avec la Marée, et donc on pense qu'il y a quelque chose de commun, et de voir comment on peut aussi faire ce maillage avec aussi les assureurs et couplé.
Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites en région et c'est pour ça qu'on voulait faire cette table ronde aussi, c'était vous montrer la richesse des différentes associations et de ce que ça pouvait apporter et d'essayer de centraliser. Donc on travaille beaucoup pour améliorer la communication entre nous. On a un point commun, c'est le CLU. Après, justement, comment on transforme ça vraiment en choses opérationnelles que chacun puisse apporter de la vraie valeur. Notre volonté, c'était aussi de bien montrer que le milieu associatif apporte des choses. C'est pas la baguette magique, mais ça permet de ne pas se sentir seul. J'espère que c'était une volonté. Ce qui m'a semblé important, ce que a souligné aussi Stéphane, c'était ce côté géopolitique, ce côté terrain que moi qui suis parisien, je ne ressens pas forcément les mêmes choses que dans l'Aquitaine et que le discours de Stéphane va beaucoup apporter. Et peut-être que moi qui ai des filiales en région Aquitaine, le fait de sentir qu'il y a quelque chose qui va se passer, je vais peut-être pouvoir donner des instructions ou sensibiliser mon SOC pour que ça puisse se passer. On n'a pas répondu à toutes les questions sur cette crise systémique et on y réfléchit encore et on a encore beaucoup de questions sur comment se partager ces informations. Donc là, on a un travail aussi à faire. Ce que l'on voulait aussi bien démontrer, et peut-être que je peux redonner la parole à mes homologues, c'était comment ils voyaient aussi les choses sur ce partage d'informations, parce qu'il n'est pas simple. Comment je le partage, avec quel niveau de confiance. Partager un IOC, c'est pas forcément simple. Et donc, c'était aussi peut-être avoir une vision de votre part. Je ne sais pas si Stéphane ou quelqu'un veut prendre la main par rapport à ça. Oui, on a eu le cas aussi à gérer certaines fois où effectivement il y a de l'information ouverte qu'on peut partager avec l'ensemble des adhérents ou des informations qui sont un peu plus fermées et qui concernent que certains adhérents. Et en fonction, voilà, on diffuse plus ou moins l'information. Je veux juste rebondir sur le côté exercice de simulation, un exercice de cybercrise. Pour l'avoir vécu dans l'exercice écran 2017, il me semble. Voilà, donc la mise en situation, il y a un CHU à Paris, nous à Bordeaux, donc c'était le Clusif. Nous à Bordeaux, on était un laboratoire qui travaillait pour ce CHU, on est compromis et du coup voilà, il y a une fuite de données et tout ça. Donc à savoir que tout ça on est filmé, donc c'est une mise en simulation vraiment très précise. J'ai participé à l'exercice, mais en tant qu'acteur. Comme je suis RSSI, forcément, on m'a donné la casquette de responsable communication, parce qu'on ne voulait pas que je sois en situation de confort avec mon poste de tous les jours. Et la simulation va jusqu'à recevoir des appels de journalistes indiquant que je vous appelle, apparemment il y aura une fuite d'informations, il y a un incident de sécurité qui a touché votre laboratoire, on voudrait savoir comment ça se passe, tout ça. Donc moi je suis dans le jus avec tout le monde autour de la table sur cette partie gestion de crise. Donc moi le journaliste je lui dis non mais j'ai pas le temps de vous parler, j'ai rien à dire pour l'instant, et puis là on est en train de traiter l'incident, donc merci, laissez-moi tranquille quoi. Et la simulation va jusqu'à recevoir un tweet derrière du journaliste indiquant que j'ai eu le responsable de la communication du laboratoire Spoons, il confirme qu'il y a une fuite d'informations, qu'il y a tant de données de data qui sont parties. Donc tout ça pour dire que l'exercice, là on était à une demi-heure du démarrage de l'exercice. On est déjà autour de la table, on est déjà tous sous pression. On sait que c'est de la simulation, c'est du vent, il n'y a rien de vrai. Mais la prise de l'exercice fait qu'il y a une tension autour de la table qui naît automatiquement. Je vais refaire aussi un petit rappel sur l'ANSSI, qui propose aussi des guides de simulation qui sont de simulation qui peuvent être un petit peu pointus. On en parlait tout à l'heure pour préparer cette table. À savoir que voilà, dans ces exercices de simulation, vous pouvez prendre en fonction de la taille de votre organisation différents points pour mettre en place cette simulation. Donc j'insiste sur cette simulation parce que, en fait, sur les gestions de crise, quand on arrive en réponse sur incident, on a des fois des réflexions des clients qui nous disent « mais concrètement, on savait que ça allait nous tomber dessus ». Mais bon, voilà, on n'avait pas le temps, on sait qu'il y avait des OS obsolètes, du patch, des antivirus, la console, on y va une fois tous les 4 matins, machin, mais voilà. Donc il y a toutes les briques de sécurité pour protéger un système d'information, sauf que le truc est en roue libre.
Et donc la simulation permet de mettre l'accent tout de suite sur les manques et de tout de suite comprendre que bah, là, il me manque une procédure. Ou la procédure, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, bah, je l'ai stocké sur un serveur de fichiers. Le serveur de fichiers, dans la simulation, on a dit qu'il était débranché. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, voilà. Donc, c'est surtout, moi, je mets, si je devais faire un petit retour d'expérience, c'était surtout la préparation. Préparez-vous, préparez-vous, préparez-vous. Voilà. Et juste une simulation, ça fait remonter des trucs à la surface très rapidement qui sont pragmatiques. Voilà. Merci Stéphane. Ayoub, je voulais juste que tu nous parles un peu, parce que toi, tu avais l'air de subir ça, et justement, on parlait des oubliés. Comment vous avez un peu traité? J'imagine qu'un aéroport, ça a plein de petites TPE, PME, donc comment tu peux nous dire comment toi, tu as communiqué avec eux? Comment ça s'est passé? Est-ce que les relations, maintenant, sont peut-être meilleures? Ouais, donc en fait, nous, l'objectif, comme ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est qu'on va travailler sous forme de partenariat avec différents acteurs de la région pour aller cibler en fait cette population-là. Et donc en fait, l'objectif, donc vous l'avez bien compris, hein, le principe c'est de ne pas rester seul. Donc c'est vraiment le message clé qu'on souhaite passer à nos adhérents. Il ne faut pas rester seul, il faut anticiper en amont les crises en étant entouré de personnes sur qui on peut compter en tout cas. Et donc avec qui on peut échanger. Bon, une fois qu'on a dit ça, à un moment il y aura la question de communication qui va se poser. Donc échanger, ça veut dire parler de ce qui se passe chez nous en interne. Mais comme vous le savez très bien, personne n'a envie de parler à son voisin pour lui dire bah, je suis en train de subir une attaque, je ne sais pas comment faire. Et donc l'idée c'est vraiment, on est en train de réfléchir à un modèle de partage d'informations qui va permettre de cibler dans un premier temps une demande de retour d'expérience, un partage d'axes de remédiation rapide, d'axes de détection et de blocage d'attaques pour éviter, donc anticiper, éviter donc les attaques systémiques. Parce qu'un des axes importants sur lequel on va travailler pour traiter ce côté systémique des attaques, c'est de détecter rapidement les signaux faibles, donc plusieurs structures qui se font attaquer dans différents secteurs d'activité ou différentes régions, et transformer le plus vite possible ces signaux faibles en signaux forts. Et donc l'idée c'est de travailler avec les acteurs pour... Ouais. C'est travailler avec ces acteurs pour remonter le plus vite l'information et surtout faire le pont avec les autres entités comme l'ANSSI ou d'autres acteurs régionaux, notamment les correspondants régionaux de l'ANSSI, pour traiter au plus vite ces attaques-là. Super, je suis désolé Ayoub, mais le temps passe, et je voulais surtout que Jean-Bernard, justement, tu parlais du côté étatique, etc. Et je voulais que tu nous parles de ton expérience et comment tu gérais justement cette relation avec les instances, et comment se positionne justement ton association par rapport à ces instances. Alors, faut bien savoir que même si on est sollicité par des entreprises parfois en difficulté, notre rôle n'est pas de se substituer aux instances étatiques. On remplacera pas l'ANSSI, on remplacera pas la gendarmerie, on remplacera pas les autorités qui sont capables de venir aider des OIV, des OSE ou des PME en difficulté. J'aimais bien ton expression, Stéphane, on n'est pas ce plat. On a souvent les contacts. Dans le Clusir Grand Est, chaque année on organise un événement. L'ANSSI est présente et vient présenter ses services. La gendarmerie vient présenter ses services. La police nationale vient présenter ses services. Et notre rôle, c'est de mettre les gens en relation ensemble pour que le jour où chacun a besoin l'un de l'autre, ils savent qui aller trouver. Après, alors le Clusir Grand Est fête ses 25 ans cette année. Moi j'ai repris la présidence il y a 1 an et demi et on s'est posé la question de quel est notre rôle, à quoi sert-on. Donc là, le premier point était effectivement de se dire on doit amener les informations dont les entreprises ont besoin. On est partout en pénurie également de profils, donc on a commencé à mettre en place la relation entreprise-école. Les écoles peuvent annoncer sur le nouveau site leur programme de formation, les demandes de stage, là où les entreprises vont pouvoir mettre les offres d'emploi, les offres de stage. Je fais partie du Syntec numérique depuis 2014 et on tournait en rond pour essayer à monter une nouvelle formation cyber en Alsace.
j'ai sollicité un certain nombre de membres du CLUSIR en leur disant venez, on va prendre notre bâton de pèlerin, on va voir les écoles de la région, on va voir l'université Strasbourg. Et en 2 ans, on a réussi à monter 2 cursus. Un à l'université de Strasbourg où on a rajouté un module de 35 heures de cybersécurité dans le fameux master risque et assurance dont je vous parlais. Et avec une des écoles d'ingénieurs, on a monté un bachelor cybersécurité pour sortir des gens opérationnels, des vrais opérateurs cyber. Et les gens qui interviennent dans ce master sont tous des professionnels. Donc on a des vrais ingénieurs réseau, on a des vrais RSSI, on a même des directions qui viennent expliquer ce qu'ils attendent de ces gens-là. Super, ben, merci beaucoup pour ce retour. Vous voyez que le milieu associatif est actif. En fait, ce qu'on voulait vraiment vous faire ressortir, c'est qu'il y avait vraiment une activité qui avait vraiment du sens, et adhérer à ce genre de club est une importance, à mon sens, capitale. Et comme l'a dit très bien Jean-Bernard, mes autres interlocuteurs, on ne se supplie pas, mais par contre on est vraiment un facilitateur. On apprend aussi à avoir des acteurs de confiance entre nous. Et ça, je pense que ça, c'est une des grandes forces des associations. Je vais maintenant laisser la parole à la salle par rapport à tout ce que vous avez entendu. On n'a pas réglé tous les problèmes et on ne les réglera pas en 3 quarts d'heure sur ce genre de choses. Sachez que je vous dis, nous, au sein du CLUSIF et au sein du Césin, on réfléchit justement à mettre des outils en place et de savoir comment on va pouvoir diffuser des informations sensibles entre nous et diffuser peut-être à un large public. Donc pour ça aussi, la force de ces associations, c'est quand on est en lien avec les instances. Donc c'est pas de se substituer, mais c'est des fois de forcer un peu la main ou de faire passer les messages. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? On en a une, merci. Je ne sais pas s'il y a un micro ou... Ouais. Le monsieur, il avait le micro. Bon, c'est pas grave. Allez-y. Si vous pouvez vous présenter. Bonjour. Tout d'abord, merci pour cette présentation. Plus près, s'il vous plaît. Oui, la même règle. Merci pour cette présentation. Je me présente, Adi Deghazi de la société Amosis. En fait, je voulais rebondir justement sur le dernier point dont vous avez parlé. C'est votre rôle justement par rapport aux autorités, par rapport à l'ANSSI. Donc, si j'ai bien compris, donc, vous aurez un rôle de facilitateur, mais vous n'allez pas vous substituer à ces autorités. Mais c'est-à-dire, quelle est votre marge de manœuvre, quelle est la valeur ajoutée donc, au niveau de l'association justement pour venir à l'aide à des entreprises en situation de crise? Tu veux répondre? Je peux répondre. Donc en fait, comme l'a bien précisé Benoît, l'objectif du CLUSIR, donc c'est pas de remplacer l'agence l'ANSSI ou même les correspondants régionaux, mais c'est justement en fait faire bénéficier aux TPE, PME de la région du lien privilégié qu'on peut avoir avec ces agences-là et de les aider en fait à collecter l'information pour leur remonter ces indicateurs qui peuvent être utilisés par la suite pour s'estimer, par exemple, coordonner les réponses au niveau national, voire même faire le pont et le lien avec les agences internationales. Oui, pour compléter, en fait, pour juste le côté pragmatique, c'est déjà vous donner le numéro de téléphone du correspondant de l'ANSSI de votre région. C'est tout bête, mais c'est comme j'ai expliqué tout à l'heure, on maintient un annuaire. C'est nous aussi collecter l'information parce que peut-être que vous êtes touché par une crise que nous, on a connaissance au travers d'un autre adhérent ou au travers de l'ANSSI global au niveau Paris. Que vous êtes peut-être dans une typologie de métier ou d'organisation qui effectivement subit une vague depuis une semaine. Donc voilà toutes les informations que l'antenne régionale d'un CLUSIR ou le CLUSIF Paris va pouvoir apporter en fait à son adhérent ou à une personne qui n'est pas forcément adhérente, parce qu'on a ça aussi, on a des personnes qui sont en crise. C'est pas parce qu'ils sont pas adhérents qu'on va raccrocher le téléphone. Donc, dans le côté pragmatique, c'est voilà, c'est la mise en relation directe avec. On vous donne le 06 concrètement du correspondant local de l'ANSSI. On vous met en lien avec la gendarmerie qui va dire voilà, bah, écoutez, dans le dépôt de plainte, vous faites tout ça. Vous allez voir ce gendarme dans telle gendarmerie parce que vous êtes peut-être perdu dans la pampa. Vous allez voir ce monsieur et vous lui redonnez tout ça pour le dépôt de plainte. Voilà, c'est vraiment être un facilitateur.
d'aiguillage pour surtout pas perdre de temps, parce que le temps, dans ces cas-là, c'est un petit peu l'ennemi, quoi. Donc voilà un petit peu le rôle de nos assos, c'est d'être facilitateur, de mise en relation et surtout pragmatique, parce qu'on est des hommes de terrain. Et ce que vous subissez, nous, on le subit aussi, quoi. C'est pas juste, on n'est pas des bureaucrates qui sortent jamais de leur tour. On est aussi sur le terrain et on est proche justement aussi des collectivités publiques et privées de la région. Donc voilà, on a une réponse pragmatique à vos problèmes. Et juste pour compléter la réponse de Stéphane, au sein de Clusier Bretagne, il y a un projet sur lequel on va travailler qui va permettre de remonter un certain nombre d'informations à la région, mais aussi surtout du coup à l'ANSSI à travers le correspondant. C'est un baromètre cybersécurité de la Bretagne. Donc l'objectif, c'est vraiment de compléter ce qui se fait en France avec les baromètres cyber qui existent, d'avoir une vision un peu plus focusée sur ce qui se passe en Bretagne. Donc quelques indicateurs clés sur le niveau de maturité cyber et le degré de menace à travers les cyberattaques qui touchent les sociétés en Bretagne. Et donc nous, l'objectif, c'est de faire le lien, le pont entre les entreprises de la région, ce qui se passe dans la région et les agences nationales. Je crois qu'il y a un point qui est important, c'est de savoir que les associations en fait ont connaissance des institutions et ont déjà des points de contact. Et c'est ça aussi la force de l'association. C'est ça qu'il faut bien retenir, c'est que nous on est régulièrement au groupe de travail et quand on dit qu'il y a un seul correspondant sur une région, vous imaginez bien que ce n'est pas suffisant. Et on ne va pas pouvoir investir dans nos impôts indéfiniment. Donc le rôle associatif, c'est aussi de compléter ça et de partager ces informations avec ces gens-là. C'est ça aussi qui est important à répondre. Et c'est pour ça que je vous incite encore une nouvelle fois à participer à tout ce milieu associatif, quel qu'il soit. Hein. C'est pas parce que je suis sur le Clusif que mes homologues sont aussi. C'est pas, pour moi, s'il n'y a pas d'enjeu, on n'est pas là pour vendre, on est là pour partager. Surtout. Je ne sais pas, je pense qu'on a le temps de prendre une autre question, s'il y en avait. Il n'y a pas d'autres questions? Pourtant, je pense que... Ah, une autre question. Ah, on ne vous entend pas du tout, je suis désolé. Là, ça va mieux. Oui, avec le micro, ça va effectivement mieux. Bonjour Pierre Parent, donc moi je suis prof à l'EPITA sur le site de Strasbourg et j'ai monté entre autres les formations dont parlait Jean Bernard au niveau bachelor. Je suis désolé, pardon. On ne comprend pas du tout ce que vous dites, je suis vraiment confus. Mais... Ça va mieux, je vais me permettre de baisser le masque. Pierre Parent, donc moi je suis professeur à l'EPITA sur le site de Strasbourg et puis j'ai monté les formations dont parlait Jean Bernard Iatta dans une vie antérieure. Au niveau bachelor, cybersécurité dans le Grand Est. On a parlé de gestion des risques, on a parlé beaucoup de gestion des risques et de réaction sur des risques, sur des crises internes aux entreprises. Est-ce que s'il y a des risques de plus grande ampleur qui touchent plusieurs acteurs, il y a un accompagnement qui est identifié ou des réactions qui sont déjà identifiées? Vous voulez, Stéphane? S'il y a des actions qui sont identifiées, si on est sur... là, on repart sur le risque systémique, c'est ça sur, Oui, tout à fait. Oui. Encore une fois, sur ce maillage qu'on a mis en place, nous aussi, avec l'ANSSI, avec le Clusier Aquitaine sur l'ANSSI, la DIPJ, la DGSI, typiquement, si on est sur une crise systémique dans notre région, la DGSI va être très rapidement sollicitée, ouais. C'est très clairement, c'est un des acteurs qui va prendre le pas aussi, en parallèle avec l'ANSSI, bien sûr, il se cause, mais c'est lui qui va prendre le pas sur cette gestion de crise. Ouais. Et juste pour compléter, c'était, encore une fois, c'est que nous, on a identifié, on parle de la DGSI, on parle de la BEFTI, voilà, c'est des gens avec qui on travaille. Et faire ces exercices écran, là, comme on l'a dit, ça nous permet d'avoir des relations. Ils participent avec nous à ces exercices. Donc on a tout de suite ce lien direct avec ces personnes-là. Et par exemple, au Clusif, on a un espace RSSI où il n'y a que des RSSI, il n'y a pas d'offreurs. Et là, on a un certain aussi nombre de partages d'informations. Par exemple, quand il y a eu la crise Dridrex, on s'est tout de suite partagé des IDOC ou des façons de gérer une attaque. Et donc, qui dit aux autres, voilà, mettez ça dans votre SIEM, mettez ça dans votre surveillance, etc. Et ça n'a pas de prix. Et quand moi j'appartiens dans un grand groupe financier, le gros avantage c'est que j'accède à certaines informations, puisque j'ai un CERT, etc.
Et l'idée, c'est de le partager justement avec des gens qui n'ont pas ces services-là. Voilà. Il nous reste 2 minutes. S'il vous reste une question ou... Non? Moi, je suis sûr qu'il y en avait plein, mais ça fera peut-être l'objet d'une autre conférence l'année prochaine, alors, sur lesquelles... En tout cas, j'espère qu'on vous a intéressé, j'espère que vous avez appris des choses, j'espère qu'on vous a motivé pour participer à cette vie associative qui est pour moi d'une grande richesse. Juste pour mon expérience personnelle, parce que moi, je viens d'une école de commerce, je n'ai pas fait d'école d'ingénieur. Je donne des cours aujourd'hui en SSI, alors que je connaissais rien il y a 7 ans. Et je suis vice-président d'une association dans le milieu. Donc, comme quoi, tout est possible. Et c'est pour ça que je crois beaucoup en ce milieu associatif, parce que ça m'a permis de progresser énormément, quoi. Voilà. En tout cas, je vous remercie tous. Et puis, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi.